Directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais rajouter une autre fonction, mais peut-être la plus importante, vous êtes judoka. Oui. Et alors, j'accueille ceinture noire, non, plus vraiment. Si, quand on est ceinture noire, on l'est pour toujours. Pour toujours, ouais. Vous avez dit, finalement, c'est sur un tapis que j'ai appris que la culture sauvera le monde. Oui, parce que c'est sur un tapis du judo que j'ai appris que nous étions ici, dans cette vie, tous ensemble, parce que nous avons des valeurs communes. Alors c'était les valeurs du sport, c'était les valeurs du judo, et c'était un sport plutôt minoritaire. Le judo, c'était pas le football, c'était pas. Mais l'idée de se reconnaître m'a fait ensuite comprendre que être cinéphile et essayer de tenter d'expliquer que Eisenstein est un grand cinéaste, eh bien c'était la même démarche. Finalement. Ouais, vous dites, nous n'avons pas été enfants, nous n'avons pas été adolescents, nous avons été judokas. C'est-à-dire être judoka, c'est fondamental, constitutif de sa personnalité. Oui, en tout cas, dans de nombreux sports, c'est comme ça. Il y a un merveilleux documentaire en ce moment sur Pelé, le roi Pelé, mais quand il est au milieu de ses copains d'enfance, il n'est pas le roi Pelé, il est le copain des copains. Et nous, il y a une sorte de franc-maçonnerie presque des judokas, parce qu'on l'est en effet toute sa vie. Mais je crois que, et c'est un peu pour ça que je voulais aussi écrire ce livre, c'est le judo, le sport m'a constitué pour faire de moi quelqu'un capable de faire ensuite d'autres choses. Et j'ai voulu me souvenir de ça, de ce pourquoi j'étais là. Et puis, d'une certaine façon aussi, parce que les dojos sont fermés, de dire aux gens, dès qu'ils rouvrent, inscrivez vos enfants au judo. Mais alors, on apprend que faire du judo, c'est apprendre à tomber. Savoir tomber pour savoir se relever. Oui, la première chose qu'on apprend, c'est à tomber. On appelle ça une chute. Et pour pas se faire mal. On va tomber souvent quand on fait du judo. On va apprendre à tomber autant qu'à faire tomber, autant qu'à projeter. Et oui, on vous apprend que non seulement tomber, ça n'est pas grave, que tomber, ça permet de se relever, et que perdre, ça n'est pas une défaite. On peut perdre en ayant gagné quelque chose. Et ça, la philosophie du judo vous l'enseigne, comme mon professeur Raymond Redon, à qui le livre est dédié, qui me disait t'es pas mal, un jour je vais t'apprendre à devenir très très fort pour qu'un jour tu puisses me battre. Oui. Et c'est aussi une belle leçon de vie, de transmission, de dire à ceux qui nous entourent, on est meilleur que vous, mais on va faire en sorte qu'un jour vous soyez meilleur que nous. Oui. Alors là, c'est le lutteur auquel je m'adresse, Thierry Frémaux. Le Festival de Cannes n'est pas tombé, où le Festival de Cannes va se relever de cette crise. Oui, c'est même pas le Festival de Cannes, on va dire que c'est le cinéma tout entier, parce que la période est quand même très très particulière, les salles sont fermées, elles sont fermées au moment où elles font face aussi à une belle adversité. Après la télévision dans les années 50, ce sont les plateformes aujourd'hui, mais bien sûr que, comme les clubs de sport, les gens retourneront, c'est un besoin, donc j'ai tout à fait confiance. Ils sont revenus après le premier confinement dans les salles de cinéma. Les gens voient beaucoup de films à la télévision en ce moment. Oui. Et beaucoup sur Netflix aussi. Ça vous inquiète pas? Sur Netflix, sur Salto, oui. Sur OCS, très bonne plateforme. Non, ça m'inquiète pas. On va devoir cohabiter. Vous savez qu'on apprend que les gens passent 2 à 3 heures sur leur cell phone, sur leur smartphone. Oui. Il faut pas saturer le paysage et il va falloir très sérieusement s'interroger sur ce que ça a changé en nous. Cette épidémie, en nous Français, en nous, puisque à Cannes, évidemment, on parle aux gens du monde entier. Et bien sûr que ça n'est pas une guerre au sens où on l'entend, mais ça a les mêmes effets qu'une guerre, sans doute. Que le après ne sera pas pareil qu'avant. Je ne parle pas du monde d'après. Je pense qu'il va falloir un peu s'interroger dans nos métiers, qui sont ceux de la culture, mais ceux du sport, c'est pareil, sur l'importance que nous avions et qu'il va falloir réaffirmer. Oui, ça veut dire que le Festival de Cannes aura lieu en juillet, comme annoncé. Ça, c'est sûr. Oui, on a annoncé du 6 au 17 juillet et on n'a même pas reporté. On a décidé, en fonction de l'analyse de la situation, le retour des beaux jours, des chiffres qui s'améliorent, les vaccins, bien entendu. On fera ça en juillet. Et ça va être, je le disais déjà il y a un an, mais ça va être le premier événement mondial post-pandémie. Mais il n'aura pas lieu à l'automne, comme ça avait été dit à un moment. Non, on avait dit qu'on a 3 dates possibles, début de l'été, fin de l'été et à l'automne. Et on a annoncé début de l'été, on va s'en tenir
Au début de l'été, oui. Oui, donc ça sera un festival sans masque, un vrai festival festif. On voudrait, si je puis dire, on oui. rêve, sans masque, il y aura toujours des gens qui préféreront se protéger, c'est très bien. On voudrait en effet que la vie soit redevenue la plus normale possible, qu'on puisse dîner. Je disais que dans les Inrocks qu'un festival est un spectacle vivant. Ouais. Et ce pourquoi on ne veut pas faire un festival virtuel. D'abord, c'est parce qu'on ne veut pas donner dans cette espèce d'ivresse technologiste et numérique. On veut continuer à se voir, à se toucher, à se disputer. T'as aimé, t'as pas aimé, mais pourquoi t'as pas Oui. aimé? Je vais t'expliquer pourquoi t'as tort. Il y en a des disputes à Cannes. Et c'est ça qui est beau et qui fait qu'on a inventé cette culture cinématographique. Ouais, on va voir quelques images parce que, évidemment, c'est Lyon, hein. C'est le quartier des Minguettes, c'est là où vous avez grandi, mais c'est surtout la ville du cinéma. Ça, c'est un film avec Bertrand Tavernier, l'Institut Lumière, donc que vous dirigez, Thierry Frémont. On voit la sortie des usines, on voit l'arroseur arrosé. C'est un film absolument formidable, hein. Lumière, ça commence, hein. Et effectivement, là, vous êtes le gamin qui découvrait le cinéma. Oui, j'aimais, comme tous les enfants qui ont fait du judo d'ailleurs, parce que depuis que ce livre est sorti, plein de gens me disent « mais moi aussi j'ai fait du judo ». Et à l'époque, le judo, c'était la chose où il fallait aller. Et le cinéma, c'est pareil, tous les enfants aiment le cinéma. Et puis il y en a, comme moi, et comme quelques copains, qui continuent, qui voient des films différents, des films sous-titrés. Et puis un jour, je rencontre Bertrand Tavernier, qui lance l'Institut Lumière, parce que sur le lieu de naissance du cinéma, rue du Premier Film à Lyon, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'institution culturelle, il n'y avait pas de traces pour en commémorer, pour en célébrer, pour célébrer ce qui avait été l'avènement quand même du 7e art. Et on est parti dans cette aventure, j'étais universitaire, j'étais professeur de judo, je faisais une thèse d'histoire, j'étais bénévole à l'Institut Lumière, c'est pour ça que j'adore avoir des bénévoles autour de moi, c'est comme en sport, s'ils y croient, s'ils sont là, c'est qu'ils y croient. Et en effet, ma vie après m'a fait quitter les tapis. Oui, parce que ça, c'est un roman, presque on le rêvait d'entendre ce judoka, hein. Ce livre en voix off, on imaginerait un film de Truffaut, peut-être de Sauté, je ne sais pas, quelque chose qui raconte un gamin de cette banlieue qui un jour va exploser, alors que vous découvrez finalement ce monde de l'Institut Lumière et du cinéma, des souvenirs d'enfance qui s'accompagnent avec le judo, mais avec tout ce qui fait la culture, les bagnoles, les films, les séries, les chanteurs, la vie, quoi, en quelque sorte, la montagne, les découvertes. Oui, la montagne, le ski, Jean-Claude Killy, notre héros d'enfance, Eddy Merckx, mon héros d'adolescence. Et puis en effet, je voulais aussi dire à quel point les Minguettes, où j'ai grandi, étaient une cité heureuse, étaient une cité radieuse. Dans les années 70, après les années 80, évidemment, ont changé, pas par la faute des habitants des Minguettes, mes frères et sœurs sont encore là-bas, par la faute d'une société qui ne s'est plus occupée de cette France-là, de cette jeunesse-là, et qui fait qu'on en est arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. Et je voulais redire à quel point le rêve, qui était celui de mes parents, qui disent on va s'installer là-bas. Et mes amis d'enfance sont toujours les mêmes, on s'est connus là-bas. Oui, c'est ça, c'est finalement la vie, l'apprentissage de la vie. Oui, je voulais raconter ça, parce que je ne veux pas dire derrière l'homme du Festival de Cannes, il y a un enfant, mais on a tous, vous, moi et ceux qui nous écoutent, des parcours différents. Les années 70 sont assez peu racontés. Et j'avais aussi envie de raconter les gens de ma génération. Alors, je dis toujours, moi je suis né en 1960. Alors, Vincent Lindon est né en 1959. Alors, il dit, tu nous prends. Bon. Et Tarantino est né en 63. Donc, on dit 57-63. Mais nous, on était trop jeunes. On a rêvé des années 60, mais on n'était pas actifs. On a grandi dans les années 70 et on n'a pas été dupes des années 80, justement, qui sont des années de consommation, d'argent roi, etc. Il y a quelque chose qui meurt un peu, on dirait, oui. Oui, et un âge d'or, un truc, un âge d'or, quelque et chose, qui fait aussi que... Je ne veux pas dire toutes les générations, disait Camus, sont vouées à refaire le monde. Nous, la nôtre, on n'a pas tellement refait le monde, mais on a le sentiment d'avoir rien trahi, quoi. Oui, avec des admirations, parliez de Killy, il faut parler aussi de Jigoro Kano, qu'on ne connaissait pas, mais qui est un peu un fil conducteur du livre, qui est un immense judoka qui va disparaître dans les années 30. Dans les années 30. Hein? C'est l'homme qui a inventé un sport, ils ne sont pas nombreux. Hein. Et comme le cinéma, il y a des choses... Lumière n'a pas inventé le cinéma en se levant un matin en disant « je vais inventer le cinéma ». Il y avait des choses qui se faisaient un peu partout, en France d'ailleurs, Émile Reynaud, etc. Jigoro Kano, c'est la même chose. Il y avait des arts martiaux qui le précédaient, japonais, chinois. Il a assemblé tout ça et il
en a fait un sport et une éducation. Un sport parce qu'il y a eu des compétitions et aujourd'hui les Français sont parmi les meilleurs au monde, les Françaises qui viennent des banlieues, qui sont championnes du monde. Il y a une grande fédération de judoka. La France est un grand pays de judoka et je crois et je parle aussi beaucoup des petits clubs, de toute cette éducation, des mères ou des femmes de professeurs qui tenaient les tableaux de marque dans les compétitions. Il avait des devises que vous citez, hein. Avoir un caractère noble, détester le luxe, faire grand cas de la justice. Ce sont des valeurs extraordinaires, le judo. Oui, et si vous y êtes fidèle, vous ne les trahissez pas. De toute façon, vous les avez en vous. Et en effet, et la dernière de ces valeurs, et ça m'a plu aussi d'arrêter le livre là-dessus, c'est savoir s'arrêter. Il y a ça aussi, c'est-à-dire cette idée encore une fois, de la transmission. Qu'est-ce qu'une fois que nous avons appris ce que nous savons, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ben, il faut le transmettre, il faut le donner, et il faut veiller sur ceux qui nous suivent. Oui, alors il y a des comparaisons avec le cinéma, c'est magnifique. C'est alors que c'est une vie en noir et blanc, des ceintures noires ou ceintures blanches, et puis qui sont comme des palmes du Festival de Cannes, dans des récompenses. Et puis vous dites, il y a un mot qui est commun, c'est le mot projection, par exemple. Oui, alors c'est drôle parce qu'il a fallu que j'écrive 250 pages pour m'en apercevoir qu'au cinéma, c'est une projection qui domine. Un signal lumineux qui envoie l'image sur l'écran. Et en judo, ce qu'on appelle des prises, des mouvements, aboutissent à une projection. C'est la même majesté. Les chutes du monteur, les chutes de film dans le chutier de la salle de montage, etc. Ou la prise sur un plateau et la prise sur un tapis de judo. Oui, finalement, la vie, c'est quoi? Des Madeleines de Proust. Vous dites, j'ai accueilli Julia Roberts en haut démarche. Je possède une belle collection des raretés de Blaise Cendrars. Je suis ami avec Jean-Michel Aulas à Lyon, le club, évidemment. Je possède des Massey Ferguson. Des tracteurs. C'est ça, finalement, votre vie, Thierry. C'est ça, et justement, je me suis rendu compte que j'avais le judo qui a occupé mon enfance, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte jusqu'à l'âge de 35 ans. Et je m'apercevais que je l'avais laissé dans un coin de mon esprit. Et j'avais envie de le retrouver aussi pour le restituer, pour le rendre, pour dire tout ce qu'il m'a apporté. Et je dis pas que tous les enfants finiront délégués général du Festival de Cannes, mais mettez vos enfants au judo, vous verrez. Ouais. Et à un moment, il y a comme un entracte dans ce récit. Vous partez aux États-Unis, vous allez voir Tarantino. C'est un peu le gamin, là. C'est un peu le gamin qui amène des bouteilles de côte rôtie à Tarantino, qui découvre son prochain film. C'était Once Upon a Time in Hollywood. Oui, parce que mon métier me conduit à voyager beaucoup pour voir les films, surtout le sien, qui était vraiment pas terminé, donc il n'était pas sûr d'être prêt à temps. Il me dit, je commence à te montrer là où j'en suis. Et j'en parle dans ce livre parce que je me rends compte, il me montre le film sans me montrer la fin, qui n'était pas montée, c'est pour ça que le chapitre s'appelle « La fin n'est pas encore montée ». Et je m'aperçois que lui, on a presque le même âge, il parle de son enfance. Vous vous souvenez de ce film avec Brad Pitt et Léo DiCaprio, il parle de l'année 69, qui est aussi l'année où j'ai commencé le judo. Et je me dis, mais je suis en train d'écrire sur ma propre enfance, et lui, il fait un film sur son enfance. C'est important de se souvenir de son enfance, de respecter son enfance, et d'essayer de savoir les hommes qu'elle a fait de nous. Ouais. Et en sortant de ce studio, dans la bagnole, vous fredonnez du Lalo Schifrin, Manix. Oui, Manix. C'est vrai. Ça parle à ceux qui... Manix, Gail Fisher, la première actrice noire à recevoir un Golden Globe, qui était la secrétaire de Joe Manix. Oui, voilà. Et Lalo Schifrin que j'ai accueilli à Lyon. C'est-à-dire que j'ai une chance folle et plein de privilèges de pouvoir rencontrer les artistes qu'on admire. Et nous avions, avec Stéphane Le Rouge, invité Lalo Schifrin à Lyon, Ennio Morricone, Alexandre Desplat. C'est pas un livre nostalgique non plus, parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent aujourd'hui, et on est tous là dans l'impatience de recommencer pour que le monde d'après soit quand même pas mal aussi. Mais vous pouvez citer des passages entiers de Tartuffe. Oui. Ça vous... Pourquoi Tartuffe, d'ailleurs? Le monde est un peu... Est-ce que le monde, au fond, est une sorte de comédie? Non, oui, alors c'est le hasard, parce qu'il se trouve qu'on m'avait fait apprendre par cœur Tartuffe, et à l'époque, évidemment, quand on est gosse et qu'on vous oblige à apprendre des récitations par cœur, ça vous emmerde, vous n'avez pas envie, et soudainement, vous avez l'âge que j'ai, et puis ça vous revient.
Et quand je l'écris dans le livre, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme, et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse rompre et ne résonne pas. Ça m'est revenu comme ça, j'ai ça dans ma tête. C'est comme et je dis que d'apprendre les prises de judo en japonais m'a obligé à une certaine érudition, qui ensuite c'est la même chose. Je sais qui est le chef opérateur de Citizen Kane. Et la culture, et le cinéma en particulier, surtout quand on a un maître comme Bertrand Tavernier, qui est le mien, c'est ça, c'est qu'on adore s'échanger des titres de films. Bien, c'est avec le sport. Je connais plein de podiums des Jeux Olympiques de Munich ou d'après. Je connais toutes les victoires d'Eddy Merckx. Je sais quelle course Jean-Claude Killy a failli perdre parce que le brouillard était tombé et que Karl Schranz avait raté une porte, mais ça ne s'était pas vu. Et il avait fait un meilleur temps que lui, mais il avait raté une porte. C'est des choses comme ça qui sont belles. Alors moi, c'était le sport, et j'ai voulu aussi redire, moi qui vis dans un monde très intellectuel, à quel point à un moment le sport était pas très considéré, pas très respecté par les intellectuels. C'est surprenant parce qu'il l'est beaucoup aujourd'hui. Et à travers la figure de Mohamed Ali, qui fait pleurer le monde entier quand il allume la flamme à Atlanta, tremblant de la maladie de Parkinson qu'il avait, on se souvient pas à quel point cet homme était détesté. Parce qu'il était provocateur, parce qu'il était brillant, parce qu'il était grande gueule, parce qu'il avait un combat, le combat en faveur des Noirs américains, des Afro-américains. Comme Spike Lee aujourd'hui. Spike Lee aujourd'hui, il n'a pas voulu aller au Vietnam. Oui. J'ai retrouvé des trucs formidables quand il dit les Vietnamiens sont des Asiatiques noirs. Je n'irai pas combattre ces Viet-Cong qui ne m'ont jamais traité de nègre. Le sport, ça vous apprenait ça aussi. Je parle aussi beaucoup de la chanson de variété. Mes philosophes, c'est Brassens, Léo Ferré, Charles Aznavour, Bernard Lavilliers. Oui. Et même, vous dites, d'ailleurs, on s'enferme rien, vous dites, j'aime autant Michel Sardou gamin que Maxime Le Forestier. Oui, nous, on écoutait les deux. Ça, c'est aussi des temps qui étaient brillants. On s'enferme pas, quoi. On ne veut pas s'enfermer. Non. Vous, le copain de Laurent Gérard, vous ne voulez pas vous enfermer. Non, et Tavernier disait défendre Samuel Fuller à Positif et Buñuel au Cahier du cinéma. Être de droite avec des gens de gauche avec des gens de droite. Et c'est tout ça, c'est la vie. Dès lors qu'on est en démocratie, ça va, on peut se disputer. Moi, j'aime bien me disputer. J'aime bien ne pas être d'accord. Être pour tout ce qui est contre, disait Henri Tachant. Chanteur formidable aussi de ces années-là. Et ça m'a formé beaucoup. Le sport, les champions, leurs déclarations, leur comportement. Aussi, l'histoire du Tour de France est pleine de choses très, très, très extraordinaires qui vous apprennent la vie. Oui, il y a un moment, une anecdote, je me marre, c'est quand vous dites, quand je devais partir à la montagne, on n'avait pas les moyens, on se bricolait des anoraks, et vous dites, du coup, je comprends, le type qui, pour monter les marches, pour se faire un smoking qu'il n'a pas, se bricole un faux smoking dans les sous-sols du Palais des Festivals. Vous le comprenez? Je le comprends d'abord parce que je l'ai fait. Quand j'étais moi-même festivalier, on n'avait pas de quoi s'acheter les smokings, mais il fallait être en noir, chemise blanche, et les nœuds papillons. Donc ça, le nœud papillon, on l'achetait. Mais on mettait après, et en effet, on arrivait de Lyon dans les sous-sols du Palais. Et moi, je vois bien, quand je suis en haut des marches avec Pierre Lescure, on voit des gens qui ont une allure folle, comme sur un tapis. Il y a des gens qui ont une allure folle. Federer a une allure folle, etc. Et puis, il y a des gens qui sont là. Alors, nos appariteurs laissent passer, mais on voit bien qu'ils ne sont pas en smoking Saint-Laurent. Ouais, et on entend cette musique de Saint-Saëns, là, tiens, écoutez ça. On se dit, ça va démarrer, là. Oui. Qui, dans les rêves, devrait monter ce tapis, là, vous, Thierry? Vous savez qu'on ne me raconte jamais rien, donc je ne vais pas commencer à vous dire. Vous en avez encore les plein films de rêves. Merveilleux. Oui. J'ai encore plein de rêves, mais mon premier rêve, notre premier rêve, le judo vous apprend aussi à être collectif. Et Cannes, ça n'est pas moi, c'est moi qui vous parle, mais c'est une équipe formidable. Notre premier rêve, c'est de retrouver le festival, les marches, les canois, les hôteliers, les producteurs, les auteurs, les artistes, et de faire un beau Cannes au mois de juillet. Merci Thierry Frémaux. Ça s'appelle Judoka. Il y a tellement d'anecdotes, de souvenirs. Ce petit gamin, on le suit, on le vit, et dans ses rêves et dans ses passions. On dit d'ailleurs à un moment, les grands-parents étaient paysans, on ne rigolait pas tous les jours à la ferme des Frémaux. Hein. Non. Hein? Mais aussi parce que je suis petit-fils de paysans, neveu de paysans. La France était très, très agricole dans les années 60. Et ça aussi, c'est des belles leçons, c'est des belles écoles.
Merci. Thierry Frémaux, judoka chez Stock. Ne manquez pas ça, c'est formidable. Merci Thierry, à bientôt à Cannes. Merci.